Dernière édition sur Bénin TV, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Marins, officiers, mécaniciens ou encore personnel embarqué, ils jouent un rôle essentiel dans l'acheminement des marchandises et le bon fonctionnement du commerce international. Pour saluer leur contribution à l'économie mondiale, la communauté internationale commémore chaque 25 juin la journée des gens de mer. 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. Elle se tient à Cotonou. Experts et décideurs discutent des solutions innovantes pour relever les défis liés au foncier et à l'émergence des villes intelligentes. Et puis littérature, art, plastique, contes, mode, humour ou encore musique. Plusieurs événements sont au programme sur l'ensemble du territoire national. À suivre notre sélection de l'agenda de ce week-end. Marins, officiers, mécaniciens ou encore personnel embarqué, ce sont les professionnels qui travaillent à bord des navires et participent donc au transport maritime. Leur mission est essentielle à l'approvisionnement des pays et pour justement saluer leur contribution à l'économie mondiale. La communauté internationale commémore chaque 25 juin la journée des gens de mer. Les précisions avec Patrick Diosso. Happy World Seafarers Day. 25 juin, journée mondiale des gens de mer, les marins. Une journée créée par l'OMI, Organisation maritime internationale, en juin 2010. Les États membres de l'OMI, pour rendre hommage aux marins, ont décidé de créer cette journée à eux dédiée afin de sensibiliser le grand public. Depuis, chaque année, l'OMI choisit un thème différent pour mettre en lumière les conditions de vie des marins, la sécurité en mer ou les défis comme la crise des équipages. Pour 2026, ce 25 juin a pour thème « Assurer le commerce mondial, assumer les risques ». Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies, si 90% des biens transitent par la mer, les marins sont souvent pris comme cible dans les conflits. Le message 2026 rappelle que gouvernement et industrie ont la responsabilité de protéger les droits, conditions de travail et sécurité des gens de mer. Pour Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, Organisation maritime internationale, les gens de mer ne devraient jamais devenir des victimes collatérales de conflits géopolitiques. Que ce soit en mer Rouge, en mer Noire, dans le détroit d'Ormuz ou dans les autres zones à risque, rappelons-nous qu'un navire transporte bien plus que des marchandises. Il transporte des vies. Parlant de vie de personnes vivantes ou de personnages d'ouvrage, on se rappelle le marin ami de Tintin, le capitaine Haddock, Archibald Haddock à l'état civil, le compagnon râleur, bourru, mais au cœur en or de Tintin, marin, amateur de whisky et champion toute catégorie d'insultes créatives et d'injures récréatives comme marin d'eau douce. Un marin reste en mer, pas en eau douce. Cet astronaute d'eau douce. Il faut rappeler qu'il ne faut pas confondre la journée mondiale des gens de mer avec la journée mondiale de l'océan en début juin et la journée mondiale de la mer en fin septembre. Et la mer façonne aussi le visage de nos territoires et sur la route des pêches. Cette réalité se traduit aujourd'hui par des travaux de modernisation. Afin de garantir la réussite de ce projet, le préfet du littoral a engagé une campagne de sensibilisation à l'endroit des riverains de la Côte-Nord, en particulier les occupants des installations précaires. Et sur place, vous allez le voir, les populations ont affiché leur adhésion au message. Koudous Abdoulaye, Alison Dedo et Ramato Lawani. La descente de sensibilisation a trouvé un écho favorable. Ce représentant d'un propriétaire reconnaît la pertinence du projet de valorisation de la route des pêches. Il promet de rendre compte à son employeur afin que les ajustements nécessaires soient effectués. On a qu'à essayer de faire les clôtures propres.
et puis les baraques qu'on sort des abris donc l'enlever. Et puis aussi, ils ont parlé de ma porte aussi. D'autres riverains se disent déjà en conformité avec les prescriptions. Vu aujourd'hui que le tourisme est devenu un peu le label du Bénin, donc j'y ai quand même fait attention. Donc moi, je n'ai pas eu du tout de reproches. Ils ont apprécié comment j'ai fait mes installations et ils m'ont félicité. Pour le préfet du littoral, il s'agit avant tout d'une démarche pédagogique. L'autorité entend privilégier le dialogue et la sensibilisation. Il est question donc de mener l'action de manière participative pour que les populations même se sentent concernées et qu'elles sentent que ce n'est pas en réalité pour leur nuit que le gouvernement a pris cette décision-là, mais c'est pour le bien de nous tous. Parce qu'on ne peut pas être en train d'investir suffisamment sur cette voie-là et qu'à côté, les populations aient un comportement qui n'encourage pas. Voilà pourquoi, par étapes, nous sommes en train donc de procéder au nettoyage. Cette descente de terrain marque ainsi une nouvelle étape dans les actions engagées pour renforcer l'attractivité de la route des pêches et accompagner son développement harmonieux. Et pendant ce temps, Cotonou accueille la première édition du Salon Expo avicole du Bénin, un événement majeur qui met en avant un secteur important de l'économie agricole. Et pendant 3 jours, les acteurs de la filière se mobilisent. Réflexion autour des moyens afin de renforcer la production locale et de faire de l'aviculture un levier de souveraineté alimentaire et de croissance. Saint-Iche-Quimpon, Mathieu Sokenou. Nous sommes au cœur du salon Expo avicole du Bénin où éleveurs, transformateurs, fournisseurs d'équipements et professionnels du secteur sont réunis pour la toute première édition de cet événement dédié à l'aviculture. Découvrons ensemble ce que cette première édition réserve aux acteurs du secteur. Ce salon se tient avec l'appui et le partenariat du Royaume du Maroc, représenté notamment par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc. Cette dynamique rejoint pleinement la vision du Royaume du Maroc qui place l'agriculture au cœur de ses priorités stratégiques en tant que levier de sécurité alimentaire, de développement économique, de création d'emplois et de résilience face au changement climatique. Une collaboration qui traduit la volonté des deux pays de renforcer les échanges d'expériences, le transfert de savoir-faire et le développement de l'industrie avicole. Le gouvernement, à travers la vision Bénin Vert 2033, entend faire de l'aviculture l'une des filières stratégiques de création d'emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Au-delà de l'exposition, ce salon se veut également un espace de réflexion sur les défis du secteur. Nous souhaitons une filière plus compétitive, mieux organisée, davantage financée et capable de satisfaire progressivement les besoins de notre marché national. Le Gabon l'a fait, le Maroc l'a fait, plusieurs pays africains l'ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? On peut le faire. Réduire de façon progressive la dépendance vis-à-vis de l'importation de la protéine animale. On sort des discours officiels pour laisser place à l'ouverture proprement dite des stands. Un rendez-vous qui ambitionne de contribuer à la modernisation de l'aviculture béninoise et à son rôle dans la sécurité alimentaire du Bénin. Et à ce salon Expo avicole du Bénin, les participants saluent déjà l'engouement autour de ce rendez-vous inédit. Ils nourrissent de grands espoirs pour l'avenir de la filière. On retrouve Pedro Messangbewa et Lauriel Souba. Malgré la pluie qui s'est invitée dès l'ouverture, les allées du salon attirent des professionnels venus de plusieurs localités du Bénin et même hors des frontières nationales. Tous sont à la recherche d'opportunités pour améliorer ou pour accroître leurs activités. Nous avons décidé de participer à ce salon Expo pour pouvoir montrer au monde entier ce que nous avons fait. Nous espérons au terme de ce salon avoir beaucoup de nouveaux contacts, beaucoup de nouveaux partenaires
d'affaires. La filière avicole, longtemps avant ce salon, c'est la filière de notre quotidien à nous, depuis la vente des poussins jusqu'à l'aval et à la table du consommateur, parce que nous travaillons à porter du poulet rôti propre à la table du consommateur. Donc, dès qu'on a entendu parler du salon, on n'a pas eu le choix et on est bien content d'être ici et de voir tout ce gros engouement autour de la filière avicole au Bénin, qui est une filière très prometteuse. Nous, on a quitté Nati Tengu pour exposer, avoir créé un grand réseau de partenaires pour mieux faire valoir nos produits. Une visite de stand en stand et l'on découvre de nouvelles techniques de production, des équipements modernes et des solutions aux défis liés à la filière avicole. Les couveuses ici présentes, c'est des solutions que nous apportons aux éleveurs pour leur permettre de produire des poussins eux-mêmes. Donc nous avons des couveuses de capacité 500 ici, c'est des couveuses importées. Nous avons également des couveuses produites localement et que nous conseillons davantage même pour montrer aux éleveurs que même ici au Bénin, on peut quand même faire évoluer le secteur de l'aviculture. Il y a de différentes capacités, juste que ce qui est là présentement, c'est d'une capacité de 1056 œufs. On peut l'utiliser avec le courant comme les panneaux solaires ou les gaz, c'est hybride, ça dépend de ce que l'éleveur veut. Cet équipement que vous voyez là, c'est la plumeuse. Elle nous aide à transformer le poulet rapidement en une viande de table. Et nous sommes là pour faciliter la tâche aux fonctionnaires, au moment à toute personne qui désire manger de la viande de poulet et n'a pas le temps. Nous avons un ici, comme je peux vous montrer. C'est déjà ça. En quelques minutes, c'est prêt et voilà, c'est ce qui nous a amenés ici à la fois. Pour ces acteurs du secteur, le salon Expo Avicole du Bénin représente bien plus qu'une exposition. Il y voit une occasion de renforcer la place de l'aviculture dans l'économie nationale. Numérique, foncier, ville intelligente, 3 enjeux au cœur d'une même réflexion réunie à Cotonou pour la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. Experts et décideurs explorent les nouvelles perspectives pour relever les défis liés au foncier, mais également à l'émergence des villes intelligentes. Et derrière l'initiative, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Jennifer Sativi, Lauriel Souba. La transformation numérique du secteur foncier connaît des avancées notables au Bénin. Grâce à plusieurs réformes et à l'accompagnement de partenaires techniques et financiers, le pays renforce progressivement ses outils de gestion du territoire. Après plusieurs années de mise en œuvre, le bilan fait état de progrès significatifs. Le premier travail que nous avons eu à faire, c'est de numériser l'ensemble des dossiers physiques hérités de la direction des domaines de l'enregistrement et du timbre. La première plateforme que nous avons mise en place, qui s'appelle ITER, elle permet de gérer l'ensemble du processus d'établissement des titres fonciers. Avec l'appui des partenaires financiers, nous avons mis en place une seconde plateforme qu'on appelle e-Foncier Bénin, qui est une plateforme qui permet d'enregistrer toutes les parcelles du Bénin. Mais les acteurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. À terme, plusieurs autres arrondissements pourront bénéficier de l'extension des opérations. À travers un prochain financement qui va venir, les arrondissements qui n'ont pas été collectés pour la première phase seront collectés. Donc, en termes de transformation numérique en matière de gestion foncière au Bénin, ça avance beaucoup grâce au soutien sans faille du gouvernement béninois qui a cette vision de numériser tout ce qui est foncier au Bénin. La rencontre se veut avant tout un cadre de partage d'expériences et de production de connaissances au service d'une gouvernance foncière moderne appuyée par les technologies de l'information et de la communication. Et cette pépinière de jeunes inventeurs à hommes dans la commune d'Abomey-Calavi, la bibliothèque des inventeurs forme une nouvelle génération passionnée par le numérique et la technologie. Sur place, enfants et adolescents développent des projets innovants allant des systèmes d'alarme aux robots en passant par des dispositifs automatisés. On retrouve Karamata Gbataou et Oded Dosso. L'équipe de droite, les rois du Pété.
Alors ici, les jouets cèdent très souvent leur place aux circuits électriques, aux imprimantes 3D, aux robots, à tout ce qui renvoie à l'univers de l'innovation. Dans cet incubateur pour jeunes talents, les enfants apprennent à donner vie à leurs idées et à les transformer en inventions. Sur quelle partie de Arduino on branche les bornes positives? C'est Eden Elliott qui porte son groupe vers la victoire dans ce duel remporté à l'instant. Il fallait répondre correctement à une série de questions. Une occasion pour les animateurs d'évaluer le niveau d'assimilation des cours par les enfants. Nous avons travaillé en équipe, c'est pourquoi nous avons gagné. Depuis tout petit, moi je rêvais de créer des voitures, des drones, tout ce qui a rapport à la technologie. Ferréol, depuis son plus jeune âge, s'amusait à fabriquer des voitures et autres objets pour enfants à partir d'objets recyclés. À seulement 13 ans aujourd'hui, il va encore plus loin. Il travaille sur la mise au point d'un système d'alarme. Un détecteur de proximité. Quand il y a un objet ou quand on met notre main devant le capteur ultrason, la LED rouge s'allume et le buzzer crie. Quand il n'y a rien devant le capteur, la LED verte est allumée. J'avais déjà fait d'autres inventions, comme une voiture télécommandée, un détecteur de température et d'humidité. J'aimerais devenir un ingénieur en robotique quand je serai grand. Ils ont des âges différents, des projets différents, mais une même histoire, la passion des sciences. Tous ont commencé par démonter un jouet, assembler des objets de récupération ou se poser des questions sur le fonctionnement des choses. Mon projet qui est un distributeur d'eau qui permet de distribuer l'eau de façon hygiénique et de limiter tout contact direct avec l'eau. Pour son fonctionnement, il suffit de poser le verre ici, ce qui actionne la pompe et l'eau commence à couler. Eliezer se prépare à représenter le Bénin en août prochain au prestigieux concours Stockholm Water Prize en Suède grâce à son invention. Les projets varient vraiment du plus simple au plus complexe, de la petite voiture jusqu'à l'idée de fabrication d'une nanosatellite. L'enfant ne commence pas tout de suite en réalisant un projet tout fait. Il commence déjà par réaliser le petit projet en carton. Après, nous intégrons l'électronique. Après, on intègre la programmation. Après, on intègre les impressions 3D pour avoir un projet en matériaux beaucoup plus définitif. Plus de 250 enfants depuis le début qui sont passés déjà à la bibliothèque des inventeurs. D'ici 10 ans, notre objectif, c'est de façon directe ou indirecte 10 000 emplois. À travers ces parcours, le Bénin affirme progressivement sa place sur la scène de l'innovation et prépare dès aujourd'hui les ingénieurs et inventeurs de demain. Deux rencontres de dynamique de coopération à la vice-présidence de la République. Mariam Chabi Talata a reçu ce mercredi deux personnalités engagées dans les domaines du développement et de la participation citoyenne. La représentante résidente de Plan International Bénin et le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG du Congo-Brazzaville. L'essentiel à retenir au micro de Génial Afouda Moussi Agboka et Bénédicte Bossou. C'était vraiment un échange très riche, très intéressant. Ces petits échanges qu'on a eus avec elle, c'était vraiment très inspirant pour moi parce que grâce aux informations qu'elle a partagées avec nous, j'ai appris tellement beaucoup de choses sur la culture du Bénin, la place de la femme dans la tradition, dans le leadership. Et on a aussi profité d'échanger comment est-ce que Plan peut entrer en collaboration avec son institution,
surtout dans les actions de plaidoyer. Nous avons abordé les problématiques de développement. Et pour Madame la vice-présidente, elle a dit un peu ce que nous avons toujours partagé, que le développement d'un pays ne peut pas être l'apanage exclusif des gouvernements. Madame la vice-présidente a donné des conseils que nous pourrions également relayer partout où nous partons pour dire qu'il faut que chaque structure connaisse quelle est sa place, quel est son champ d'action, quel est ce niveau des compétences, quelles sont ses limites. Et si nous les connaissions et nous nous formions au mieux pour agir de façon professionnelle, il ne peut qu'exister une relation harmonieuse entre les gouvernants et les organisations de la société civile, sans exprimer aussi la satisfaction du fait que nous ne sortions pas des bureaux du cadre des audiences de Madame la vice-présidente les bras nus, mais avec ce souvenir, ce symbole de la femme Amazon. Je m'attribuerai pas l'honneur de garder un tel symbole dans mon bureau. Nous créerons les conditions idoines parce que ce symbole parvienne aux mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. La fonction de médiateur de la République connaît une nouvelle configuration à la faveur des modifications apportées hier par les députés à la loi qui l'encadre. Eh bien, cette responsabilité revient désormais au premier vice-président du Conseil économique et social. Les précisions avec Vitis Saoré. Rationaliser l'action publique et renforcer la cohérence institutionnelle, telle est la philosophie qui fonde la modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. L'Assemblée nationale donne ainsi un nouveau visage à ce texte. Le statut du médiateur de la République connaît des changements majeurs. Article 2 nouveau. Les fonctions de médiateur de la République sont exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Dans l'exercice de ces fonctions, le médiateur de la République est indépendant et ne peut recevoir d'instructions d'aucune autorité politique ou administrative. En cette qualité, il peut, à la demande du président de la République ou du président du Conseil économique et social, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Article 3 nouveau. Le médiateur de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions. Après amendement, c'est à l'unanimité que les députés ont adopté la loi relative au médiateur de la République. Autre loi adoptée à cette plénière, la loi relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Ceci en seconde lecture sur la demande du gouvernement. Les dernières évolutions intervenues dans le secteur de la santé justifient cette modification. Nous avons déjà fait un élargissement en autorisant de façon exceptionnelle les ingénieurs qui ne peuvent pas interpréter des résultats d'analyse biomédicale. Ils ne peuvent que contribuer à la réalisation de l'analyse. Mais ça ne s'arrête pas là. Or, si vous ouvrez un laboratoire et que vous ne pouvez pas donner un résultat en l'analysant, l'interprétant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que nous avons fait cette dérogation exceptionnelle dans le cas où, dans un endroit, il n'y a rien du tout, pour qu'avec l'appui des médecins, on puisse le faire. L'Assemblée nationale a également désigné au cours de la plénière ses représentants au sein des parlements régionaux, à savoir Parlement panafricain, CIP-UEMOA et Parlement de la CEDEAO, ainsi que dans les institutions nationales comme l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, et la Haute Cour de justice. Un week-end sous le signe de la création et de la diversité artistique partout sur le territoire. La scène culturelle s'anime avec une série d'événements allant de la musique au conte, à la littérature ou encore à la mode. Voici notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer avec Pedro Messangbewa. Les amateurs de littérature et de spectacles vivants ont rendez-vous le samedi 27 juin à 16h à l'université de Parakou. Une lecture-spectacle de la pièce de théâtre La diseuse de Malespérance de Florent Kouaouzoti est proposée.
le conte est également à l'honneur ce week-end. Du côté de Parakou, l'espace Wendekpe accueille le vendredi 26 juin la 3e édition de l'heure du thé lunaire, une soirée mêlant conte, poésie et slam. À Porto Novo, il y a conte autour du feu le samedi 27 juin, puis dimanche 28 juin à partir de 16h, Boycon accueille Wenuhoho. Les passionnés d'art plastique sont invités samedi 27 juin au vernissage pour l'exposition entre héritage et survie de l'artiste Herviano Jess de 16h à 19h à la galerie Akwemaho à Akpakpa dans la ville de Cotonou. Le même jour, à Grand Popo, la cité balnéaire du Bénin, Villa Caro accueille à 17h le défilé de mode figure du style. L'espace culturel Le Centre à Lobozumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi, propose le samedi 27 juin à 20h la soirée humour Nukiko Kede avec l'humoriste Général Barbosa. Enfin, les férus de musique urbaine ont rendez-vous à Porto Novo. Ce vendredi, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, Fanico en concert live partage la scène de Origin Light Tour avec Nza, Manzor, Stone Prince et Camino. La scène culturelle béninoise offre plusieurs occasions de découverte et de divertissement. Profitez de votre week-end. En interactualité, nous sommes ce soir au Kenya, en Russie, puis au Gaza. On fait le tour avec Marcela Rossi. 2 ans après les manifestations qui ont bouleversé le paysage politique au Kenya, la colère reste intacte. À Nairobi, les forces de l'ordre ont une nouvelle fois fait face à des manifestants venus honorer la mémoire des victimes de la répression. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs secteurs de la capitale avant que plusieurs manifestants ne soient embarqués de force dans des véhicules de police. Les rassemblements visaient à commémorer les jeunes protestataires tués lors des manifestations de 2024, un mouvement devenu symbole de contestation contre le pouvoir en place. Entre Moscou et les géants technologiques occidentaux, la fracture numérique se creuse davantage. Apple a retiré de son App Store VKontakte, l'un des réseaux sociaux les plus populaires de Russie, provoquant l'indignation du Kremlin. Cette décision intervient quelques semaines seulement après la suppression de Max, une messagerie développée par le même groupe et présentée par les autorités russes comme une alternative nationale à Telegram et WhatsApp. Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cette mesure soulève des interrogations sur la fiabilité du groupe américain. De son côté, VKontakte affirme que ces applications utilisées quotidiennement par des dizaines de millions d'utilisateurs ne peuvent désormais plus être téléchargées ni mises à jour sur les appareils Apple. Au cœur des destructions, certains refusent de laisser le silence s'installer. À Gaza, un artisan redonne vie aux instruments de musique malgré le manque de matériaux et les ravages de la guerre. Dans son atelier de fortune, installé dans un camp de réfugiés au centre de la bande de Gaza, Souhaïl Abdouchawish répare plusieurs instruments de musique. Faute de ressources, chaque morceau de bois récupéré devient une matière précieuse pour préserver un patrimoine musical menacé par le conflit. À travers son travail, l'artisan ne restaure pas seulement des instruments, il contribue aussi à maintenir vivante une expression culturelle devenue un symbole de résilience pour de nombreux habitants de Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention, mais ne décrochez surtout pas. Retrouvez en nouvelle diffusion la matinale de ce jour. Bonjour le Bénin. Quant à moi, je vous dis à demain et bonne nuit à tous.